Tout sur France 3 pour les spectacles dans votre région. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au 19-20. Dans l'information régionale, ce soir, l'inquiétude des stations de ski desservies par le Val d'Arly en Savoie. L'éboulement du week-end dernier a encore condamné la route. Elles craignent une baisse de la clientèle de proximité. Le procès de 3 vétérinaires et d'un couple d'éleveurs de chiens devant le tribunal correctionnel de Chambéry. Ils sont accusés de trafic de chiens de race en provenant de pays de l'Est. Les prévenus encourent 7 ans de prison et 750 000 € d'amende. Et puis la mode sur les skis à l'horizon 2017, tendance, style et couleur. Vous saurez tout sur les tenues de ski de l'hiver prochain qui sont à l'honneur ces jours-ci dans un salon d'Annecy, en Haute-Savoie. Carole Gessler vous présentera l'édition nationale tout à l'heure à 19h30. Au sommaire, plus rien ne s'oppose au début des travaux de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. La justice a ordonné l'expulsion des derniers occupants, une dizaine de familles et quelques agriculteurs. Ils ont jusqu'au 26 mars pour évacuer les lieux. Et puis des fautes et des négligences, mais pas de responsables. L'épilogue judiciaire de l'affaire de l'hormone de croissance, l'un des plus grands scandales sanitaires de ces 10 dernières années. Aucune condamnation judiciaire, incompréhension et colère ce soir des familles des victimes. En Savoie, l'éboulement qui a une nouvelle fois condamné la route principale du Val d'Arly suscite l'inquiétude des stations de ski voisines. Les automobilistes doivent emprunter des itinéraires de contournement plus longs et plus étroits. Les stations craignent de perdre leur clientèle de proximité. Xavier Schmitt, Frédéric Pasquette. La neige est là, le soleil brille, mais la mauvaise nouvelle assombrit l'horizon. L'éboulement dans la vallée sème l'inquiétude parmi les professionnels de la station. En particulier les commerçants. Ils redoutent la fuite de la clientèle régionale et locale. C'est une catastrophe pour nous. Je parle au nom des commerçants donc de Notre-Dame-de-Bellecombe. Donc nous travaillons bien les week-ends avec des locaux qui viennent de la vallée. Et forcément, quand les gorges de l'Arly sont fermées, c'est pénalisant. Ils vont forcément dans d'autres stations. 500 à 600 mètres cubes de roches sont tombés vendredi sur la route principale d'accès dans le Val d'Arly. D'après les premières expertises, il faudra 2 semaines pour sécuriser la falaise. En attendant, les automobilistes peuvent accéder aux stations de ski par un autre itinéraire. Ce qui est important, en fait, c'est qu'on a une déviation quand même qui nous dessert par Héry-sur-Ugine. Bon, ce n'est pas l'idéal, mais ça permet d'avoir un accès relativement aisé. Le Val d'Arly dessert 6 stations reliées au même domaine skiable, l'espace Diamant. Près de 200 km de pistes avec vue sur le Mont Blanc. Office de tourisme Val d'Arly, Notre-Dame-de-Bellecombe, Nadège, bonjour. Les réservations pour les séjours d'une semaine ou plus n'ont pas chuté, bien au contraire. Ça marche. Et puis je vais prendre votre adresse mail. D'impact sur les réservations de séjour. Une grande partie des réservations de séjour sont réalisées aujourd'hui. Par exemple, pour le village de Notre-Dame-de-Bellecombe, on est à 99% de remplissage pour les 2 premières semaines. Et puis les dernières semaines des vacances de février, on est aux alentours de 65 et 73. L'espace Diamant a été créé en 2006. En 10 ans, le chiffre d'affaires des 6 stations a doublé, malgré les éboulements répétés dans le Val d'Arly. Un randonneur emporté par une avalanche, ça s'est passé sous le vallon de la Vélière à Champagny-en-Vanoise alors qu'il grimpait en pot de phoque avec 2 autres skieurs. Traîné sur une 50aine de mètres, il souffre d'une plaie à la jambe et de douleurs à l'épaule. Il a été héliporté d'urgence à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice en Savoie. Et puis on a appris aujourd'hui la mort d'un 6e légionnaire victime de l'avalanche de Val-Fréjus lundi dernier en Savoie toujours. Il était hospitalisé depuis le drame et n'a pas survécu. Demain à Saint-Christol dans le Vaucluse, un hommage sera rendu aux 6 militaires du 2e régiment étranger de génie décédés dans cette avalanche. Toutes les précisions sur notre site alpes.france3.fr. Une tendance qui inquiète certains professionnels de la neige. Malgré les mises en garde et les campagnes de prévention, le nombre d'accidents entre skieurs est toujours constant. Chaque hiver, environ 44 000 blessés finissent leur séjour au centre médical. En cause, souvent, le comportement irresponsable de certains skieurs. Anne-Claire Poignard et Alexis Fischer. Des amateurs de glisse en quête de sensations fortes. Des skieurs parfois dépassés par leur vitesse. D'autres qui décident de terminer à pied
Sur les pistes certains jours, c'est un peu le festival des imprudences. Très franchement, je constate des comportements très dangereux. Il y en a qui vont à fond, qui ne font pas attention, c'est ça. J'arrivais à une remontée mécanique, j'étais arrêté, un skieur arrive de la pente et lui il s'est pas arrêté et m'a percuté de plein fouet. Pour skier en sécurité, cette famille de Marseille pensait avoir choisi la bonne période. Janvier et ses pistes moins fréquentées, et pourtant eux aussi se sont fait une belle frayeur. Hier, effectivement, elle s'est pris un skieur. Donc voilà, il y a eu chute, on a perdu le ski. C'est clair que ça fait peur. Ça fait peur. Des skieurs imprudents, parfois même alcoolisés, en pleine journée. Voici une discothèque à ciel ouvert où l'alcool coule à flot. À 2500 mètres d'altitude, le concept fait le plein. Ce jour-là, plusieurs centaines de clients, et certains ne le cachent pas. Ils repartiront ivres. Combien de verres vous avez bu? 4 ou 5, je ne me souviens pas trop. Vous vous rappelez pas? Non, 4 je crois, c'était bien. Et vous vous sentez ivre là? Un peu, mais je peux descendre facile. Ça va aller. Apparemment, certains ne sont pas en état de skier, et pourtant ils vont bien redescendre. Alors pour dissuader les plus imprudents, certaines stations misent sur des patrouilles, comme ici, à Méribel. Un peu plus loin, un skieur vient d'en percuter un autre. Le pisteur n'a aucun pouvoir de sanction. Ça va, tout va bien? Il est là pour rappeler les conseils de prudence élémentaires. Juste prendre un petit peu plus de marge et anticiper un petit peu plus par rapport au croisement. Voilà. Voilà. On n'est pas toujours entendu? Rien n'est parfait. C'est comme conduire une voiture. Il y a des gens qui ont un comportement qui est toujours parfait et tout va bien. Et il y en aura d'autres qui vont essayer d'aller un peu plus vite. Faire à leur manière, quoi. Et sur les pistes, certains jours, les accidents s'enchaînent. Particulièrement les jours de beau temps, quand les skieurs vont plus vite. Bonjour. Bonjour. C'est le poignet, hein, c'est ça? Pour cette skieuse, c'est au cabinet médical de la station que les vacances se terminent. Allez-y, venez vous asseoir. Allez-y. Cet accident. C'est une personne qui était en bord de piste et je descendais et elle a démarré au moment où j'arrivais. Et donc on s'est rentré dedans. Donc là, cette dame a une grosse fracture du poignet, une fracture articulaire, donc il faudra opérer. Chaque année, entre 7 et 8 millions de skieurs se retrouvent sur les pistes. L'an dernier, 44 000 se sont blessés, un chiffre constant, malgré des appels répétés à la vigilance. Direction Genève, en Suisse, où une trentaine de bagagistes de l'aéroport ont perdu leur emploi il y a un mois pour des questions de sécurité relatives au risque d'attentat. Il semble cependant que les salariés en question ne sont liés ni de près ni de loin à des mouvances islamiques radicales, comme le supposaient les autorités. Explication, Maxence Regnault et Ariane Combe. L'affaire a fait les gros titres de la presse en Suisse, mais également en France. La veille de Noël, 33 bagagistes de l'aéroport de Genève se sont vus retirer leur carte d'accès au tarmac. Sans cela, impossible pour eux de travailler. Les bagagistes ont donc tous perdu leur emploi au seul motif avancé par la direction qu'il s'agit d'une question de sécurité. Sur la base des critères confidentiels et inconnus, on a retiré le badge des gens. Du jour au lendemain, on leur a enlevé leur outil de travail et leur salaire. Et puis personne ne se sent responsable pour donner des réponses. Donc bien évidemment, on ne peut pas accepter cette irruption des mesures policières dans le monde du travail. Pour les autorités suisses en revanche, la sécurité passe avant tout depuis le cas de novembre dernier. Un Français faisant l'objet d'une fichesse, ancien bagagiste lui aussi, est placé en détention provisoire juste avant son départ en Syrie. Mais aujourd'hui, les 33 bagagistes sans emploi n'ont eux ni casier judiciaire ni fichesse. Pour cet avocat, leur nom a seulement déjà été associé à une enquête de police. Il y en a un qui m'indique qu'il y a quelques années, il avait été dans une discothèque dans laquelle il y avait eu une bagarre et que quand la police est arrivée, elle a pris l'identité de tout le monde et qu'elle a pris aussi son identité à lui. Un autre m'indique qu'en tant que mineur, il a été mêlé à un incendie et que la police a également pris son identité, mais il n'y a pas eu de condamnation. Mais simplement, son identité figure dans ce grand fichier de police qui recense toutes les personnes qui ont de près ou de loin été mêlées à une infraction. Pour le moment, aucun fait n'est reproché et aucun critère n'est avancé pour expliquer cette condamnation. Des agences d'intérim ont même déjà commencé à indemniser certains des bagagistes.
Et alors que la justice a approuvé aujourd'hui les expulsions des dernières familles et des agriculteurs du site de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique, des manifestations de soutien se sont produites un peu partout en France. À Chambéry, par exemple, des élus et des membres de leur comité de soutien ont défendu leur cause. Je vous propose d'écouter l'un d'eux, Marc Pascal, au micro de Nathalie Rapuc. Schématiquement, il y a à peu près l'équivalent de la surface d'un département en France qui disparaît tous les 10 ans du fait de l'artificialisation, c'est-à-dire la construction d'infrastructures, d'immobilier, etc. Ça veut dire qu'à très brève échéance, on n'aura plus de terres arables pour se nourrir. On marche sur la tête. En l'occurrence, Notre-Dame-des-Landes, c'est 1600 hectares de terres agricoles et naturelles qui vont disparaître. C'est inadmissible. Alors que surtout, c'est pour ça que c'est encore plus inadmissible, il y a une solution simple, 6 fois moins chère, c'est de moderniser l'aéroport actuel, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il serait largement suffisant. 2 éleveurs et 3 vétérinaires soupçonnés de trafic de chiens et de maltraitance devant le tribunal correctionnel de Chambéry. Ils encourent 7 ans de prison et 750 000 € d'amende. Les faits se seraient déroulés à la pension du lac d'Aiguebelette, à Novalaise en Savoie, entre 2011 et 2015. Nathalie Rapuc, Franck Serroni. On nous demande d'être européen, j'ai été européen. Voilà comment l'un des 2 éleveurs justifie la vente dans des salons de chiots introduits illégalement en France. Chihuahua, Bulldog, Sharpei, plusieurs centaines de chiens ont été vendus entre 2011 et 2015. Sonia a acheté son chiot en 2012 lors d'un salon sur Besançon à ses éleveurs. Un Spitz qui s'est révélé extrêmement agressif. Je l'ai emmené au dressage parce qu'on pensait que ça allait le calmer. Je suis allée voir un comportementaliste. Je l'ai castré parce qu'on m'a dit « Oh, en le castrant, ça ira mieux ». Et non. Donc j'en ai eu pour 1 500 €, plus l'euthanasie. Les éleveurs reconnaissent les faits, mais pas les infractions. Pour la défense, l'origine des chiots n'a pas de lien avec leur état de santé. En l'espèce, dans ce dossier, on n'a aucune expertise médicale, vétérinaire, qui vient prouver et établir le lien de causalité entre les problématiques médicales constatées par les vétérinaires bien après les sessions et les conditions de l'élevage. 3 vétérinaires sont également mis en cause. Pour eux, les bêtes provenaient de l'élevage de Novalaise, alors qu'ils étaient d'origine slovaque. En outre, la pension du lac d'Aiguebelette n'a pas toujours été aux normes. Les locaux étaient extrêmement vétustes, il y avait des problèmes d'électricité, des problèmes d'incendie, des problèmes d'évacuation, etc. Toutes choses qui étaient en infraction flagrante avec la législation de l'environnement, mais qui sont également constitutifs de mauvais traitements. Et puis surtout, il y avait la surpopulation. Non-respect d'une suspension administrative, introduction illégale de chiots sur le territoire français, travail dissimulé. Les prévenus encourent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Une des conséquences majeures de la fusion des 3 universités grenobloises en une, c'est l'obtention d'un précieux label, l'IDEX, l'initiative d'excellence, un sésame en soi qui place Grenoble parmi les 10 grands sites universitaires du pays. Avant de recevoir Patrick Lévy, le coordinateur de ce projet, voyons de quoi il s'agit avec ce reportage de Marie Michelier. C'était l'un des buts de l'Université Grenoble-Alpes, obtenir le label IDEX, Initiative d'excellence, pour accélérer son rayonnement à l'international. C'est aujourd'hui chose faite. Après un premier échec en 2012, les universités grenobloises avaient alors trébuché sur l'un des critères clés de la sélection, la gouvernance. Depuis, les 3 principales facultés du campus, Stendhal, Pierre Mendès France et Joseph Fourier, ont donc fusionné en un pôle unique, devenant ainsi un sérieux candidat. Présélectionné en avril 2015, le projet grenoblois a officiellement été labellisé vendredi dernier. Mené par une douzaine de partenaires, il se positionne autour d'enjeux socio-économiques liés à l'identité de Grenoble et au XXIe siècle, société durable, santé, bien-être et technologie par exemple. Ce label, lancé sous le gouvernement de François Hollande, se traduira surtout pour l'Université Grenoble-Alpes par une dotation de plusieurs centaines de millions d'euros pour financer ses projets et en faire profiter les quelques 45 000 étudiants qu'elle reçoit chaque année. Et pour aller plus loin sur ce thème, nous recevons Patrick Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes président de la communauté d'universités et d'établissements Grenoble-Alpes et coordinateur de ce projet IDEX qu'on vient de voir en quelques mots. 600 millions d'euros à raison de 60 millions par an sur 10 ans, si je ne m'abuse. D'où vient cet argent ? En fait, c'est l'argent du grand emprunt qui est placé
Et donc, c'est les intérêts de cette somme qui... Alors, ce qui est demandé, en fait, c'est un petit peu plus que ça, c'est 650 millions d'euros, mais avec ce qu'on a déjà obtenu en termes de programme d'investissement d'avenir, ça va représenter à peu près 900 millions d'euros. On aura les chiffres, d'ailleurs, dans quelques temps. Et en fait, les partenaires aussi, les différents partenaires, l'université, Grenoble INP, le CNRS, etc., mettent aussi de l'argent de leur côté. Donc, c'est vrai que c'est une somme assez considérable chaque année qui va être utilisable pour différents projets. Et comment seront répartis ces euros, ou disons investis ? Alors en fait, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect que vous avez évoqué dans le reportage, qui est un aspect de gouvernance. Donc c'est vrai qu'on construit à l'échéance de 2020 une université unique avec l'ensemble des composantes, non seulement la fusion des 3 universités, mais aussi Grenoble INP, l'école d'architecture Sciences Po. Et puis il y a des projets qui vont avoir lieu de formation, de recherche avec des appels d'offres. Puis il y a des projets de vie de campus. Voilà, enfin c'est assez varié. En fait, ce n'est pas que un projet de recherche ou que des projets de formation, c'est vraiment tous les aspects de la vie d'université. C'est une des conditions, ces investissements, pour rivaliser avec les universités haut de gamme de la France ? Alors, et d'ailleurs, bon, déjà, sur la France, évidemment, Grenoble devait y être. Donc, d'une certaine façon, on a un peu l'impression de réparer une injustice. Les raisons pour lesquelles le projet n'avait pas été retenu, je ne vais pas y revenir, mais c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, il y a une très, très bonne entente sur le site entre les universités, les grandes écoles et les organismes de recherche. Mais effectivement, l'objectif principal, c'est d'être une université de rang mondial, visible à l'international. Pour rivaliser, attirer des étudiants ? Oui, c'est attirer des étudiants, c'est attirer des chercheurs, c'est attirer les meilleurs enseignants. C'est aussi, je pense que pour Grenoble, c'est fondamental, être un élément clé du développement socio-économique. Pour les entreprises, c'est absolument crucial, je pense, et les élus locaux l'ont bien compris, qui saluent à juste titre ce succès. Alors, cette somme, est-ce qu'elle n'induit pas aussi une obligation de résultat pour l'université ? Absolument. D'ailleurs... de quel ordre ? L'obligation de résultat, c'est au fond qu'on va nous demander si on a progressé dans les classements internationaux, on va nous demander si on attire plus d'étudiants ou de chercheurs à l'international, on va nous demander ce qu'on a été capable de faire dans le domaine du transfert, de la valorisation. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a une évaluation prévue à 4 ans, qui conditionne d'ailleurs la suite de l'aide. Donc l'État est extrêmement précautionneux. Être suspendu ? Absolument. Donc, oui. D'ailleurs, il y a un certain nombre de nos prédécesseurs, des gens comme, par exemple, Toulouse, qui est très critiqué. Donc, l'État est très, très exigeant sur ces critères-là, et c'est normal. Alors, c'est motivant ou c'est inquiétant ? C'est très motivant. Non, c'est beaucoup battu pour ça. Je pense qu'on est vraiment... Il y a une très grande confiance qui existe entre les acteurs. D'ailleurs, c'est ce que le jury a voulu souligner en disant que c'était vraiment étonnant, le fait que l'université et les organismes de recherche s'entendent aussi bien sur ce site, pourvu que ça dure. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On reste à Grenoble avec la dernière proposition du maire Éric Piolle. Il veut permettre à tout citoyen d'interpeller le conseil municipal par le biais d'une pétition. À partir de 2000 signatures rassemblées, la question sera obligatoirement examinée par le conseil municipal. Alors, vision politique ou coût de communication ? Les explications de Jean-Christophe Solari et Grégory Lespinasse. La question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi le transport urbain ne serait-il pas gratuit pour tous ? Pourquoi fermer les salles de concert plus tôt ? Est-ce que les gens sont vraiment d'accord pour rouler à 30 km/h ? C'est qu'ils en ont des questions, les Grenoblois, à soumettre à leur maire. Des questions, des projets qu'ils pourront imposer à l'ordre du jour du conseil municipal. Il faut pour cela que leur proposition rassemble 2000 signatures réunies dans une pétition. Le droit d'interpeller ces élus, c'est pour la majorité municipale une nécessité afin de redonner le goût du débat public aux citoyens. À travers cette mesure-là, nous voulons donner réellement du pouvoir d'agir, c'est-à-dire montrer aux citoyens grenoblois qu'ils peuvent véritablement prendre en main une partie de l'avenir de la ville. Si le projet n'est pas adopté par la majorité municipale, il fera l'objet d'une consultation annuelle. Une votation qui, pour s'imposer aux élus, devra rassembler 20 000 voix majoritaires. Pour l'opposition municipale, cette annonce risque de rendre illisible l'action politique. S'il y a une votation sur des sujets complètement contraires aux orientations, aux idéaux d'une majorité en place, comment on fait ? Par exemple, la majorité Piolle, elle est vraiment contre la vidéosurveillance, contre l'armement de la police municipale. On peut imaginer qu'on trouve facilement dans Grenoble 20 000 personnes qui sont pour la vidéosurveillance. Alors la démocratie participative récupérée par les groupes de pression ou les partis extrémistes, le risque politique pour la majorité d'Éric Piolle est bien présent. Elle dit ne pas le craindre. Ce qui est certain, c'est que le bruit médiatique est, lui, assuré. Il y aurait 20 000 voix majoritaires.
Depuis sa création en 1960, les Papillons Blancs se bat pour le développement de structures d'accueil, de travail et d'accompagnement de personnes en situation de handicap mental. Cette association aixoise de parents d'enfants inadaptés a ouvert de nouveaux foyers de vie et d'accueil médicalisé à Grésy-sur-Aix. Le reportage de Claudine Longhi-Bernard et Frédéric Pasquette. Ici, on prend son temps pour faire et défaire les choses. L'important, c'est le bien-être des personnes en situation de handicap intellectuel qui sont accompagnées tout au long de leur vie de 5 à 71 ans. Voilà, c'est la chambre d'Evelyne. Les foyers de vie et médicalisés accueillent des personnes qui ne peuvent pas ou plus accéder à une activité de travail. Avec la construction des fougères et des érables, l'association Les Papillons Blancs vient d'offrir 48 nouvelles places. Mais ce n'est pas encore suffisant. Le manque de place, il est à tout âge. Enfants, adultes, et on a une liste d'attente longue comme le bras. Donc ça sous-entend que les familles doivent garder les personnes en situation de handicap intellectuel à la maison et donc arrêter de travailler souvent pour un des deux parents. Donc oui, c'est un combat tous les jours. Un combat qui est avant tout financier. Si l'État, le département et l'assurance maladie participent, l'association des parents d'enfants inadaptés, la PEI, les Papillons Blancs, met aussi la main à la poche, sans oublier les dons privés. Le travail fait aussi partie de la vie de certaines personnes en situation de handicap intellectuel. Les ateliers de Chantemerle emploient 165 travailleurs autour de 2 axes majeurs, les espaces verts et le secteur industriel. Un établissement et service d'aide par le travail aussi important que les foyers de vie. On existe dans la société, on apporte quelque chose, on nous demande de réaliser un travail, on le fait, on est reconnu comme le faisant convenablement, donc ça apporte des choses à tout le monde, à nous-mêmes et à la société en général, c'est valorisant. Reste l'avenir de ces travailleurs et c'est le nouveau cheval de bataille de l'association Les Papillons Blancs, trouver des solutions pour accueillir les personnes en situation de handicap intellectuel à la retraite. Notre regard du jour sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, avec ce soir une tournée de recrutement organisée par l'ambassade du Canada en France, avec la participation de la province du Nouveau-Brunswick et en collaboration avec Pôle emploi à l'international. Il s'agit de recruter des demandeurs d'emploi et des jeunes de la région qui souhaitent s'expatrier dans un pays francophone. Elisabeth Philly, Thierry Swiderski. Au pays des Acadiens, nos cousins canadiens, entre mer et terre, les grands espaces sont propices au tourisme et à l'emploi. L'agent du programme de l'immigration de la province du Nouveau-Brunswick a entamé sa tournée de séduction en Rhône-Alpes. Les emplois recherchés sont divers dans les domaines de l'informatique, des métiers de bouche ou des transports. On a quand même de la promotion à l'interne de la province, mais comme le reste du Canada, nous sommes quand même une population qui est vieillissante. Alors, qui veut dire que dans les prochaines années, nous allons avoir de plus en plus de postes disponibles à combler. Une cinquantaine de personnes étaient intéressées pour s'expatrier, des demandeurs d'emploi, mais aussi des jeunes actifs prêts à tenter de nouvelles expériences. Déjà dans cette province, j'ai déjà un ami qui y est là-bas et qui m'a dit que dans l'industrie, ça recrutait pas mal et que c'était complètement différent du système français. Peut-être qu'ils travaillaient plus, mais à dire à l'ambiance c'était mieux que dans l'industrie française. Je travaille très régulièrement ici, mais pas stable. En tout cas pas assez stable pour moi. J'arrive quand même à un âge où ce serait bien de se poser dans un endroit, enfin, réellement dans un travail. Et malheureusement, dans le contexte actuel en France, on fait comme on peut. Mais bon, c'est pas suffisant, il faut aussi essayer de se forger un avenir. Et bon, si on n'en a pas quelqu'un ici, on va le chercher ailleurs. Reste la question des salaires. Les expatriés ne sont pas forcément mieux payés à l'étranger. Tout le monde n'est pas prêt à faire des sacrifices. Ouais, je pense que le salaire joue parce que quand même c'est loin, ça chamboulerait la vie, la famille. C'est pas rien quoi. Pôle emploi à l'international enregistre de plus en plus de demandes de départ volontaires à l'étranger, surtout au Canada. Ce pays a institué une immigration choisie dans des contrées plutôt séduisantes. Autre question, quelles seront les tendances de la mode pour l'hiver 2017 ? Les salons professionnels ont lieu en ce moment même avec l'ISPO à Munich, mais aussi l'ASAP, l'Annecy Showroom avant-première, où se sont donné rendez-vous les responsables des magasins de sport. Une cinquantaine de marques au total qui ont dévoilé leur collection à Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. C'est
c'est un peu la Fashion Week des professionnels des sports d'hiver. Dans la salle, 300 revendeurs des magasins de sport qui se retrouvent à Annecy chaque année pour ce rendez-vous incontournable. La saison ne fait que commencer, mais déjà, il faut prévoir la tendance et la météo de l'hiver 2017. L'exercice est périlleux, même pour les plus expérimentés. Je pense que quand on se balade l'hiver en ville, ils sont tous en noir. Et quand ils arrivent à la montagne, ils ont vraiment envie d'autre chose. On sent qu'ils ont envie de couleurs, ils ont envie de choses gaies, Voilà. L'univers des sports d'hiver, c'est un peu la page blanche, non pas celle qui fait frémir, mais celle qui inspire. Imagination sans limite, code transgressé et des prix qui peuvent atteindre des sommets. Un marché très concurrentiel, analysé de très près, côté piste noire à la Défense. Il y a deux marchés sur l'univers de la neige. Le premier marché, c'est l'univers du vêtement de ski hors doudoune. Ça représente environ 250 millions d'euros. C'est un marché en baisse légère de l'ordre de moins 5%. Il y a un autre marché qui est le marché de la doudoune, qui lui est un marché du détournement d'usage. Donc il est inspiré de l'univers du ski, mais en détournement d'usage. Et donc c'est le marché qui est extrêmement utilisé aussi dans la vie quotidienne. Et ce marché-là, c'est un marché de 165 millions d'euros. Et c'est un marché qui est à la hausse, est en croissance à 2 chiffres de 12% cette année en 2015. Un marché extrêmement porteur, 3 millions de pièces vendues l'année dernière. La montagne s'invite à la ville et la mode dévale tout chousse sur les grands boulevards. Je vous rappelle enfin le premier titre développé dans cette édition des Alpes, l'inquiétude des responsables des stations de ski desservies par le Val d'Arly après l'éboulement qui a condamné la route ce week-end. Ils craignent une défection de la clientèle de proximité. Dommage.